Bienvenue dans cette troisième vidéo de formation dans laquelle aujourd'hui on va introduire les POI, donc les points d'intérêt en français. Donc c'est tout ce qui va être buy side liquidity, sell side liquidity, equal high, equal low. Vous inquiétez pas, je vais rentrer dans les détails, je vais vous apprendre tout ce que c'est avec des exemples sur les graphiques. Alors la première des choses, c'est qu'est-ce qu'un POI? Je vais répondre juste après. Également dans cette vidéo, on parlera de l'identification du displacement et les imbalances qui vont être importantes, c'est-à-dire celles qui vont justement couvrir des points d'intérêt. Je vais vous montrer des exemples également et comment vous pouvez éventuellement les utiliser dans votre trading, même si toute la partie setup, exécution de set de trade, etc. On verra ça au cours de la formation, mais je vous donnerai des premières pistes de réflexion. Alors, qu'est-ce qu'un POI? Un POI, c'est un point d'intérêt pour le marché. Il est très rare que le marché fasse du surplace, qu'il n'aille pas chercher. Ou alors, s'il fait du surplace, c'est qu'il est en train de programmer le lancement du prix pour aller chercher justement ce fameux POI. C'est ce qu'on appelle un point d'intérêt. Très souvent, le marché va chercher des extrémités. Ça va être ce qu'on appelle également des zones de stop loss ou des zones de livraison du prix. Par exemple, pour que des acheteurs puissent prendre leurs bénéfices, pour que des vendeurs puissent prendre leurs bénéfices, pour que des acheteurs puissent se faire liquider, pour que des vendeurs puissent se faire liquider. Se faire liquider, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, grosso modo, vous avez une position à l'achat, vous avez pris ici en long sur Bitcoin éventuellement, et ça se passe pas comme prévu, vous n'avez pas programmé de plan de sortie. Il est possible que le marché se retourne et aille justement liquider votre position. Si par exemple vous avez long le Bitcoin ici avec tout votre argent levier x10, une baisse de 10% vous sort, et même de 9% environ, vous fait perdre tout votre argent, vous vous faites liquider votre compte. Et ça, il faut comprendre que ça arrive tous les jours sur les marchés. Ok? Et très souvent, en fait, le marché, par exemple, va construire un prix, ce qui va former des zones d'intérêt, ce qu'on va appeler justement nos POI, donc points d'intérêt. Et très souvent, le marché va aller chercher ces points d'intérêt. Des points d'intérêt, il y en a plein. Ok? Un point d'intérêt, ça peut être un fair value gap. Ça peut être un imbalance comme cette grosse mèche, par exemple, le fait de revenir travailler cette mèche ou cette mèche. Okay. Ça peut être, par exemple, ce qu'on va appeler une buy-side liquidity, une sell-side liquidity. Ça peut être un equal low, et là je vais tout écrire comme ça, après je vais tout vous résumer. Un equal low, un equal high, ça peut être un relative equal low, un relative equal high, ça peut être le Monday low, ça peut être le Monday high, ça peut être le previous daily low, le previous daily high, le previous weekly low, previous weekly high, ça peut être le previous monthly low, previous monthly high. Tout ça, c'est des concepts que vous devez comprendre, et ça peut être plein d'autres choses comme un fair value gap, comme une zone de stop qui couvre un fair value gap, etc., etc. On va voir ça. Alors, buy side liquidity, c'est une zone de buy stop. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ici, en fait, le marché, ici, a déclenché une buy side liquidity. Ça va souvent être un swing high, un sommet. Ça va être un sommet, ok? Ça va être un sommet, ça va être un plus haut journalier, un plus haut d'une semaine, un plus haut de mois, un plus haut annuel. Par exemple, sur le Bitcoin, ça c'était le plus haut de l'année de 2024. Ensuite, je vous dirai quels sont les POI les plus importants, donc les points d'intérêt les plus importants. Mais ici, c'est ce qu'on appelle une zone de buy-side liquidity. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il y a énormément de gens qui ont shorté Bitcoin, ok? Qui ont peut-être shorté Bitcoin ici, ou qui ont shorté Bitcoin là, et qui avaient leur stop loss ici. Et donc ça, c'est une zone où le marché va pouvoir aller exécuter des ordres, et que vous le vouliez ou non, le but principal du marché, c'est d'exécuter un maximum d'ordres. C'est comme ça on a généré la plus grosse machine à cash de tous les temps. Laisser les traders se positionner et aller chercher leur point d'intérêt, c'est-à-dire leur liquidation, leur stop loss ou leur take profit, ok, pour exécuter un maximum d'ordres. Donc ça, soit sur les crypto-monnaies, sur le marché traditionnel, ce qui permet aux brokers, aux banques, etc., aux institutions, aux firmes de market making de générer un maximum d'argent. Et le but a pour vocation d'exécuter un maximum d'ordre. C'est pour ça que vous verrez le prix toujours aller chercher ce qu'on appelle ces points d'intérêt avant d'initier des mouvements éventuellement. Ça, par exemple, c'est ce qu'on appelait une zone de sell-side liquidity, mais on va rester concentré sur la buy-side liquidity. Vous avez ici les stop-loss des acheteurs qui s'exécutent. Ok, vous allez le voir, ça a dû vous arriver tout le temps quand vous mettez un stop-loss ici, vous dites mais pourquoi je me fais sortir? Et ensuite le marché se retourne. Parce que la vocation du prix, c'est de faire ça. C'est de sortir d'abord la majorité ou de sortir un maximum de monde avant de prendre la direction. Parce que par exemple, de gros poissons, eux, pouvaient être intéressés pour vendre ici. Ils n'avaient pas assez d'ordre à exécuter. Le marché a volontairement consolidé sous ce prix, a volontairement créé une fausse résistance, à aller liquider pour ensuite se retourner. C'est éventuel. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, mais ça peut vous donner un biais, une idée de la direction du prix dans votre trading. Par exemple, si je spécule à la hausse, quand on était ici sur le Bitcoin, je peux me dire ici, ok, je regarde comment se comporte le prix dans mon fair value gap. Si je vois pas de retournement, je m'attends à ce que le prix aille chercher cet ATH et sur de l'intraday, je vais essayer de trouver un point d'entrée long pour
aller prendre mes profits sur l'ATH éventuellement. Alors, ici, on quitte le replay mode. Et donc, buy side liquidity, parce que vous avez ici des acheteurs de breakout. Donc, des gens qui vont acheter en se disant, il y a un nouveau sommet, on achète, alors que c'est généralement pas ce qu'il faut faire. Et vous avez aussi les stop loss des acheteurs. Des vendeurs, pardon, parce que quand vous shortez un marché, des vendeurs, quand vous shortez un marché, vous faites une promesse de rachat futur. Pourquoi on dit souvent que c'est bullish quand il y a plein de gens qui shortent un marché? Parce qu'en fait, il n'y a que des gens qui font des promesses de rachat. Et donc, tous ceux qui ont shorté le Bitcoin ici, eh ben, ils se sont fait absorber, ils ont tous fait des promesses de rachat futur. Et si ça se passe bien, ils peuvent racheter plus bas, mais si ça se passe mal, ils vont devoir racheter leur position en perte plus haut. Parce que quand vous shortez, vous faites une vente à découvert, vous vendez, et en fait, vous allez faire par la suite une promesse de rachat. Donc, soit vous vous faites stop loss, soit vous vous faites liquider, soit vous fermez manuellement votre position en gain, et quoi qu'il arrive, vous ferez un rachat. C'est pour ça qu'on appelle ici buy side, parce que c'est une zone où on va justement exécuter des ordres d'achat qui peuvent être absorbés par de gros poissons pour sortir de position. Ici, c'est probablement ce qui s'est passé sur le Bitcoin en ce jour d'investiture du 20 janvier 2025. Donc ça, c'est la zone de buy stop. C'est une forme de point d'intérêt. Ok ? Le marché va très souvent chercher ces niveaux. Et c'est souvent ces niveaux qui vont vous offrir les meilleurs points d'entrée. Là, par exemple, c'était ici le meilleur point d'entrée pour quelqu'un qui voulait trouver un short. Et là, on voit qu'il est quand même déjà sur un gain qui est plutôt intéressant. Le marché est en train, vous voyez, de redéclencher une phase baissière. Et là, vous voyez que ce genre de mouvement, c'est pas très naturel. On vient déclencher tous les stops ici. Et après, il n'y a plus de force. Donc là, on sait que c'est une action de market making ici, qui a eu pour objectif de venir déclencher les stop-loss et les liquidations. Et ce market maker, éventuellement, avait peut-être aussi pour objectif, lui, de vendre des positions ici. Alors, le market maker n'a pas pour objectif de faire de l'argent en trading. Le but du market maker, c'est d'avoir un contrat, par exemple, avec une plateforme. Et son but, c'est d'exécuter les positions avec le moins de slippage possible et dans les meilleures conditions possibles pour que les traders puissent trader dans les meilleures conditions possibles. Ok ? Premièrement. Deuxièmement, ça va être de générer du rendement pour la plateforme. Plus il y a d'ordres qui s'exécutent sur la plateforme, plus la plateforme fait de l'argent. Donc elle va faire appel à des market makers qui vont s'assurer que les ordres s'exécutent bien et que également il y ait justement quelques petites fois ce genre de mouvements ici qui viennent récupérer un maximum d'ordres, ce qui génère beaucoup de commissions pour la plateforme et c'est ce qui lui génère ses revenus. Ok ? Donc ça, c'est l'objectif du market maker également. Il y a plein de types de market makers, des market makers d'arbitrage, c'est-à-dire que eux, ils vont s'assurer que, par exemple, une plateforme va faire appel à ces market makers-là et elle va leur dire, il faut que vous ayez des algos qui absorbent le prix quand nécessaire. Si jamais notre order book il n'est pas assez liquide et qu'on commence à avoir une différence de prix avec un autre broker, vous allez faire en sorte d'apporter des ordres sur le marché pour qu'on n'ait pas une grosse différence. Par exemple, moi j'ai déjà remarqué plein de fois que sur Bitget, vous pouvez envoyer la purée, sur BTC, il y a des algos qui sont là pour absorber les ordres si vous commencez à dépasser 60-70$ de spread vis-à-vis de Binance. Et en fait, tous les exchanges ont plus ou moins cette norme où ils essayent de garder, on va dire, entre 50 à 150$ grand max de spread avec la moyenne des autres exchanges. Donc en gros, il y a des algos qui vont prendre la moyenne du prix. Si la moyenne des prix sur tous les exchanges, c'est 11 000$ pour un Bitcoin, et que il y a un mec qui s'amuse à acheter comme un fou et qui fait monter le prix à 11 200, 11 300, ça pose problème. Du coup, faut des bots ici, il faut des algos de market makers d'arbitrage qui viennent absorber ces ventes pour que le prix reste à l'équilibre avec les autres exchanges. Donc des fois, c'est normal d'avoir des spreads entre les exchanges, mais il y a des algos qui sont là pour contenir ces spreads. Donc ça, c'est important de le comprendre. Le spread, c'est quoi ? C'est la différence de prix entre deux exchanges, ou ça peut être la différence de prix entre les acheteurs et les vendeurs. Là, par exemple, on voit que sur Binance, il est possible d'acheter à 101 437, 101 428.2 et de revendre à 101 418.3. Vous voyez une faible différence. Là, il y a une différence de 0.1. Plus le spread est infime, plus ça veut dire que le marché est liquide et qu'il y a la possibilité de trader dans de bonnes conditions. Donc là, par exemple, on voit que chez Binance, il y a une liquidité qui est très clean et ça, c'est grâce au market maker. Donc on a parlé de la zone de buy stop. La zone de sell stop, c'est exactement la même chose. Ça va être justement des points d'intérêt ici, donc ça va être des plus bas. Donc ça, c'était une zone de sell stop. Ça, c'était une zone de sell stop. Ça, c'est devenu une zone de sell stop. Ça, c'était une grosse zone de sell stop. Et en fait, après, je vais vous montrer justement que les buy side liquidity et les sell side liquidity importantes sont soit des equal low, soit des relative equal low, soit des plus bas journaliers, des plus bas hebdomadaires ou des plus bas mensuels ou des plus bas annuels ou plus haut annuel, plus haut journalier, plus haut hebdomadaire, etc. Ok, ça, ce sont vraiment les meilleures zones de buy stop et les meilleurs points d'intérêt. Et de sell stop. Donc, sell stop, c'est sell side liquidity, c'est tout simplement
des gens qui ont acheté sur levier à contrat dérivé, qui ont mis des stop loss ici. Et le marché est venu faire ce qu'on appelle un stop hunt, il est venu déclencher les stop loss. Et donc quand vous faites un achat avec du levier, bah, vous faites une promesse de revente future. C'est pour ça que c'est pas haussier quand il y a un marché dans lequel il y a beaucoup d'acheteurs. Quand le marché, par exemple, ici, fait la prise des buy stop, donc il dégage les vendeurs et qu'ensuite tous les acheteurs du range sont coincés, le marché va probablement aller chercher les sell stop, donc les stop loss des acheteurs. C'est pour ça qu'on dit que quand il y a beaucoup d'acheteurs sur contrat dérivé, c'est pas bullish parce qu'il y a que des gars qui ont déjà acheté qui vont faire des promesses de revente. Et s'il y a beaucoup plus d'acheteurs qui ont déjà acheté avec du levier, bah en fait c'est que des futurs vendeurs. Mais ça les gens comprennent pas. Les gens se disent mais pourquoi ça baisse, il y a tout le monde qui achète. Bah c'est normal. Il y a tout le monde a acheté, tout le monde est dans le train. Bah il y a plus qu'à dégager les gens qui ont acheté. Et pour faire ça, il faut faire baisser les prix parce que ce sont de futurs vendeurs. Des futurs vendeurs qui veulent TP plus haut ou de futurs vendeurs qui vont se faire liquider et stopper plus bas. Et c'est pour ça que très souvent le marché vient chercher ça, ce qu'on appelle des sell stop avant d'initier un mouvement de contre-pied. Donc ça, c'est ce qu'on appelle buy side liquidity, sell side liquidity. Vous allez avoir une livraison du prix très souvent sur justement ces buy side liquidity, sell side liquidity. C'est-à-dire que très souvent, le prix va venir chercher une buy side liquidity avant de se retourner ou une sell side liquidity avant de se retourner. Donc là, en fait, on peut se dire que Bitcoin, il y a des chances qu'on soit en train d'avoir trouvé éventuellement un top ici si on veut retourner le prix. Okay. Si on ne veut pas retourner le prix, le marché va consolider et essayer de repartir à la hausse. Et à ce moment-là, il faudra refaire attention à ce qui se passe ici parce que là, on passe au prochain point d'intérêt qui va être ce qu'on appelle le previous daily high, donc le plus haut de la journée précédente. Et également, l'un des points d'intérêt le plus important, ce qu'on appelle le Monday low et le Monday high, le plus haut du lundi et le plus bas du lundi. Donc là, on a notre bougie de lundi ici sur le Bitcoin. On a 2 points d'intérêt importants. Pourquoi ? Parce que les traders de début de semaine de lundi se font souvent punir. Le marché fait souvent un mouvement qui va punir les traders de début de semaine pour relancer le mouvement de la semaine. Ok ? Très souvent, en fait, ce que vous allez voir sur vos marchés, c'est on va aller chasser le plus bas ou le plus haut de lundi et on va prendre le contre-pied. Par exemple, si vous regardez sur ce sommet, ça c'était le plus haut de lundi. Donc là, vous voyez ici, c'est écrit Monday 16 décembre 2024. Donc lundi 16 décembre 2024. Moi, j'ai mon TradingView en anglais. Si vous avez TradingView en français, ce sera écrit LUN, je pense, pour lundi. Bah, vous localisez cette bougie, regardez ce qui se passe. On prend le plus haut de lundi et ensuite, reversal, juste là. Par exemple, je ne sais pas si je peux vous trouver un Monday low, mais probablement, vous allez avoir ici, voilà. Par exemple, là, on a le Monday low, donc on commence la semaine dans le rouge. Il y a plein de gens qui vont justement shorter et acheter. On sort les acheteurs le mardi en prenant le plus bas de lundi. Et là, vous avez le reversal qui va venir justement au cours des prochains jours nous chercher les stops des traders du lundi. Donc cette bougie, elle est hyper importante puisque là, vous voyez que le plus bas de lundi a été pris et le plus haut de lundi a été pris. Donc on a dégagé les acheteurs qui ont acheté sur ce dump en début de semaine. On a pris leur stop loss le mardi. Ensuite, on a short squeeze les jours d'après. Tous ceux qui ont shorté en début de semaine parce qu'ils avaient leur stop loss ici et bien sûr au-dessus de ce sommet. Buy side liquidity, plus haut de lundi, donc Monday high, et également ici, le plus haut de la semaine passée. Et ça, c'est ce qu'on appelle le previous weekly high, point d'intérêt important. Et vous avez également ce qu'on appelle le Monday low. Donc là, sur le Bitcoin, on est compris dans le Monday low et le Monday high, et la direction donnée pour la semaine viendra probablement après la chasse d'un de ces niveaux. Par exemple, si mardi ou mercredi, on va chasser le plus bas de lundi comme ceci, et qu'on a une réintégration, il faudra s'attendre éventuellement à ce que le prix puisse se rediriger dans cet imbalance. Ici, rappelez-vous, c'est un déséquilibre, c'est un imbalance, une mèche comme ça, pour combler cette mèche, et soit par la suite, malheureusement, se retourner, ou alors aller chercher par la suite le Monday high, qui sera le futur point d'intérêt majeur, puisque là, on est compris sur cette sell side liquidity, buy side liquidity, qui est ce qu'on appelle un POI, un point d'intérêt, et c'est également ce qu'on appelle notre Monday high ici, donc au-dessus des $110 000, et notre Monday low sous les 99 500. Et du coup, si les acheteurs le lundi ont acheté en FOMO, l'objectif du marché, ça va être d'aller chercher leur stop loss qui va être sous le plus bas du lundi s'il veut continuer de monter et de ramener le prix, donc faire la livraison de prix sur le plus haut de lundi. Et pareil, s'il y a beaucoup de shorters qui ont shorté le mouvement baissier ici, donc là par exemple, je passe en horaire, mais s'il y a beaucoup de gens qui sont en train de shorter ici et que la vraie direction cette semaine est baissière, c'est-à-dire que le Bitcoin est venu chercher son ATH et qu'il est en train de préparer un mouvement pour se retourner, on pourrait réavoir un dernier mouvement ici qui vient chercher le plus haut de lundi et ensuite avoir la vraie semaine dans le rouge parce que le point d'intérêt a été atteint, mais beaucoup de gens ont shorté le lundi. On sort les traders le mardi, donc c'est-à-dire qu'on va chasser le plus haut de lundi
le mardi, et c'est ici un nouveau point d'intérêt short qui peut vous permettre de capturer le top et le point de retournement sur le Bitcoin. Donc ça, c'est Monday High, plus haut de lundi, Monday Low. Et c'est ici, dans l'autre cas également, ce qu'on appelle le Previous Daily High, Previous Daily Low. Pourquoi? Parce que c'est le plus bas et le plus haut de la journée d'hier. Ok? Et ce sont souvent des points d'intérêt également qui peuvent vous offrir des entrées exceptionnelles, mais ça, je reviendrai dessus plus tard dans la formation. Qu'est-ce qu'un Equal Low? Un Equal Low, c'est une zone de stop qui a été créée par le marché volontairement, très généralement, pour y accumuler des stops et aller chercher ces stops plus tard. Donc là, je vais aller sur le CME parce qu'on a un exemple d'Equal Low qui était très pertinent. C'est quand le marché va former un bottom au même endroit, mais vraiment au tick près. Là, vous voyez que sur le CME, on est venu former un bottom au même endroit. Bah ça, en fait, on savait que ça allait se faire liquider avant éventuellement de repartir plus haut. Ça, c'est ce qu'on appelle un equal low. Donc, c'est quand vous avez deux lows exactement au même endroit. Ça devient un point d'intérêt qui est très fort. Donc, c'est une zone de sell side liquidity. Donc, c'est une sell side liquidity et c'est ce qu'on appelle également un equal low. Il y a deux lows, donc il y a deux creux au même endroit. Ça peut être 3 creux, 4 creux. Des fois, ça arrive que le marché volontairement fasse ça. Donc là, en fait, les gens se disent, ah bah, il y a une résistance. Donc, c'est bon, ça va pas casser. Et puis au final, en fait, c'est volontairement plein de sommets au même endroit, vraiment au même endroit, où ici, c'est ce qu'on appelle un equal high pour le coup. Et en fait, le marché, très souvent, on va aller liquider ces equal high, et s'il veut se retourner, il va faire ça. Il va aller liquider tout le monde, il va simuler une cassure de la résistance. Donc là, en fait, les gens vont injecter des ordres à l'achat, les shorteurs vont se faire shorter, et donc s'il y a des gros poissons ici qui ont besoin de vendre, ils vont vendre ici, ensuite le marché va se retourner. Ok? Donc ça, c'est l'equal high. Je n'ai pas forcément d'exemple sur le Bitcoin, honnêtement. Alors, il y en avait sur des exchanges ici, mais là, c'est pas un equal high, mais c'est vraiment quand il y a deux sommets au même endroit. Je vais vous en montrer un, c'était à l'époque sur BitMEX, il y avait un equal high très, très... donc BitMEX était la plus grosse plateforme de contrats dérivés, donc c'est chez eux que les stop-loss, etc. se déclenchaient, c'était carnage. À l'époque, c'était en 2020, je vous parle de ça. Et chez eux, il y avait un equal high qui était important. Il faut juste que je le retrouve ici, puisqu'ils ont plein de tickers, ça a changé. Et moi, je m'en souviens très bien. C'était juste là. Là. Bon, ça c'est relative equal high, ok. Mais ça peut aussi être considéré comme un equal high, parce que là on s'est arrêté à quoi? À 2-3 dollars près. Donc là, vous voyez, il y a deux sommets au même endroit. On a créé volontairement cette zone de stop, ici, qu'on est complètement... Et encore une fois, ici, on s'arrête juste avant. Et donc là, les gens se disent, ah bah il y a résistance, Bitcoin va rejeter, machin. Et il y a beaucoup plus de probabilité que Monsieur Bitcoin finisse par aller liquider ces zones de stop. Et c'est ce qui s'est passé, ok. Et donc là, il y a les acheteurs de breakout qui rentrent et ensuite le marché punit ces acheteurs de breakout. Et vous voyez ici qu'on a des fair value gap qu'on est revenu travailler avant d'aller chercher plus haut. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les equal high, equal low. Relative equal low, relative equal high, c'est relativement similaire. C'est juste qu'au lieu d'avoir vraiment deux creux ou deux sommets au même endroit, donc ça, c'est l'equal low, deux creux vraiment au même endroit. Ça, c'est le relative equal low, c'est par exemple, hop, plusieurs creux qui vont s'accumuler dans une zone assez similaire. Et donc là, vous avez une sell side liquidity. Je mettrai en orange les sell side liquidity et les buy side, je les mettrai en bleu. Mais là, vous avez un relative equal low. Vous avez plein de lows qui sont au même endroit. Donc ça, c'est une future zone de stop que le marché peut éventuellement aller liquider par la suite. Ok? Et le relative equal high, c'est ce cas-là où le marché, donc ça, c'est l'equal high. Vous allez avoir par exemple plusieurs sommets au même endroit, vraiment au même endroit. Bon, je sais que je suis pas très précis dans mes dessins, mais voilà, je vais essayer de l'être. 3 sommets au même endroit. Le relative equal high, c'est légèrement différent. Ça va être, par exemple, quelque chose comme ça. Ok, légèrement plus bas, c'est pas forcément au même endroit. Ça devient une future zone de buy stop et c'est aussi considéré comme relative equal high. Ok. Alors, je retourne sur mon graphique Perp Binance ici. D'ailleurs, quand vous faites de l'analyse technique, alors même si vous tradez sur BitGet, faites sur Bitcoin, en tout cas faites ça sur Binance. Ok, l'analyse technique, faites-la sur Binance. Vous regardez aussi ce qui s'est passé sur BitGet, mais c'est important parce que des fois ça arrive que, par exemple, sur BitGet, il y a une prise de stop qu'on n'a pas eu chez Binance et vous pouvez être sûr qu'on va y revenir en fait. Donc ça peut être dommage pour vous qui allez rentrer alors que on va réavoir la même prise de stop et vous pouvez vous faire sortir à ce moment-là sur BitGet. Donc faites attention, parce que des fois, il y a des petites différences dans les prises de stop entre les exchanges, mais c'est Binance qui met de la danse parce que c'est chez eux qu'il y a le plus gros point, il y a le plus gros open interest, c'est chez eux qu'il y a les plus gros ordres qui s'exécutent. Donc c'est là-bas que la machine, elle tourne. Et du coup, ici, on avait parlé du coup de buy side liquidity, sell side liquidity, equal high, equal low, relative equal high, Monday low, Monday high, previous daily low, previous daily high. Et vous avez aussi previous weekly low, previous weekly high. Donc là, vous passez votre graphique en hebdomadaire.
et vous allez m'identifier tous les sommets weekly et les plus bas weekly. Et donc, par exemple, ça, c'est un sommet weekly. Donc, c'est pas forcément le previous weekly high, parce que le previous weekly high, c'est le sommet de la semaine passée. Mais les weekly high et weekly low vont être des points d'intérêt pour le marché. Ça, par exemple, c'était un weekly high. Mais c'était également un monthly high. Donc, c'est pour ça qu'ici, sur Bitcoin, on a un gros point d'intérêt. Et c'était également un yearly high, c'est-à-dire le sommet d'une année. Le sommet de l'année de 2024, ici. Si 2025 a pour vocation d'être une manipulation, ici, on pourrait, par exemple, imaginer que 2025 est venu chercher les stops de 2024 et qu'on aura une reprise baissière si jamais c'était le cas. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas, mais ça pourrait l'être, ok? En tout cas, c'était un énorme point d'intérêt ici sur le Bitcoin parce que c'était un daily high, weekly high, monthly high, yearly high, un quarterly high, donc un sommet trimestriel, ok? Donc quand vous mettez votre graphique en mensuel, ici vous voyez que décembre a été une bougie de consolidation à peu près, et que janvier est venu liquider la sell-side liquidity de décembre, donc le plus bas du mois de décembre, ici je vais mettre en orange, et le plus haut du mois de décembre. Janvier est venu récupérer le plus bas du mois de décembre avant d'aller chercher le plus haut du mois de décembre. Donc là, c'est pour ça qu'on peut dire balle au centre, comme dit mon collègue, et on attend de voir un petit peu ce qui se passe. Les deux zones de stop ont été prises, on attend de voir s'il y a une acceptation. S'il n'y a pas d'acceptation, il faut s'attendre à ce que la fin janvier soit par exemple une reprise de consolidation au sein de nos deux bornes. Donc ça, ce sont les points d'intérêt les plus pertinents. Plus c'est un point d'intérêt haut en termes d'unité de temps, plus ça va être pertinent. Ok? Monthly high, quarterly high, yearly high, donc des sommets weekly, des sommets hebdomadaires, mensuels, trimestriels, annuels, ce sont vraiment les plus gros points d'intérêt. Pareil pour les plus bas, journaliers, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, annuels. Donc ça, ce sont vraiment de gros points d'intérêt. Vous allez avoir le previous weekly high, previous weekly low. Donc en fait, vous prenez votre bougie de la semaine passée. On avait ici également le previous weekly high. Donc là, Bitcoin, cette semaine, il a pris un sommet annuel et le sommet de la semaine passée. On voit qu'ici, ça réintègre pour le moment. Et vous avez également, du coup, le previous weekly low. C'est-à-dire que si Bitcoin est en train de se retourner ici, son prochain point d'intérêt majeur pourrait être le plus bas de cette semaine. Et pourquoi? Parce que ici, et là je rentre dans la deuxième partie, qui est l'identification des POI, donc des points d'intérêt couplés au fair value gap. Ici, vous avez un fair value gap qui est toujours ouvert sur le Bitcoin, qui était ouvert sous cette forme-là. Hop, je le trace. Alors, on va le mettre en violet, ici, comme ceci. On va réduire un peu l'opacité. Je vais rajouter la midline comme ceci, le seuil médian, ce qu'on a vu dans la deuxième vidéo de formation. Et donc, on voit qu'on est venu faire une petite touche ici dans ce fair value gap. C'est un point d'intérêt, un fair value gap, puisque ça couvrait quoi également? Un plus bas mensuel, ici, et un fair value gap mensuel. Donc ça, les 90 200, c'était un point d'intérêt énorme qui avait pour vocation à potentiellement former un point de retournement pour le Bitcoin. Et si vous regardez ici, c'est exactement ce qui s'est passé. Fair value gap weekly, mais également fair value gap mensuel si je l'étends jusqu'ici. On est venu chercher les points d'intérêt qui couvraient un fair value gap mensuel, mais également un fair value gap hebdomadaire ici. Le fair value gap hebdomadaire, il est là. Hop, juste là. Et c'est les meilleurs points d'intérêt. Et du coup, si jamais le Bitcoin est en train de se retourner ici, son futur point d'intérêt majeur sera à ce moment-là ce plus bas. Pourquoi? Parce que le fair value gap ouvert restant, c'est sous ce plus bas. Donc là, on aura encore un fair value gap à combler en weekly et on aura ce point d'intérêt qui est le previous weekly low, mais qui sera également, si jamais on fait ça au mois de février, c'est-à-dire que au mois de janvier, on fait mumuse encore, la bougie elle clôture comme ça, au mois de février, le marché aura deux points d'intérêt majeurs, cette fois-ci le sommet du mois de janvier et le plus bas du mois de janvier, qui couvre encore un fair value gap haussier. Donc nous, on l'a vu en hebdomadaire, mais en mensuel, on a tout ce fair value gap ici, de cette mèche à cette mèche, et maintenant le fair value gap restant, c'est de cette mèche à cette mèche, ok? Et c'est ce qui fait que on a donc un énorme point d'intérêt à venir ici, sous les 80. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais il y a un gros point d'intérêt qui réside aux 88 909 $. Donc, c'est de se dire que s'il y a une phase baissière qui reprend sur le Bitcoin courant février, par exemple, et qu'on s'amuse courant février à consolider et à venir... Enfin, en janvier, on consolide. En février, on a une prise de stop du plus haut de janvier et que le marché réagit fortement à la baisse. Ici, il faudra s'attendre éventuellement à ce qu'on ait un mois de février baissier qui aille chercher potentiellement au moins ce plus bas ici, ce qui sera le plus bas du mois précédent, mais
également un plus bas weekly, donc hebdomadaire, et qui sera également qui couvrira une zone de fair value gap ici mensuelle et des fair value gap weekly, donc hebdomadaire, comme je vous ai montré ici. Donc c'est pour ça que ça en fera un point d'intérêt extrêmement important. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif au comportement du prix sur ces points d'intérêt. Donc les fair value gap qui vont couvrir des weekly high, swing high, daily low, toutes ces choses-là, des equal low, equal high, vont être des fair value gap très 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 pertinents. Comme on l'a vu ici, il y avait un fair value gap mensuel et hebdomadaire. Et c'est pour ça que Bitcoin s'est retourné ici avant d'aller chercher un nouveau sommet pour aller chercher un point d'intérêt majeur qui était le sommet de l'année de 2024. Deuxième chose et dernière chose de cette vidéo, ça va être le displacement. Le displacement, c'est la réaction du prix à un point d'intérêt. Quand le marché va chercher un point d'intérêt, vous voulez voir une réaction dans le prix. Ok ? Par exemple, ici, quand le Bitcoin est venu chercher ce point d'intérêt des 90 200, qui était le plus bas mensuel de décembre, et qui était également ce qui couvrait un fair value gap mensuel, regardez comment le prix s'est comporté. On a eu ici la validation de ce qu'on appelle un displacement, quand le marché va chercher un point d'intérêt pour déceler le point de retournement. Vous voulez voir ce qu'on appelle du displacement, c'est-à-dire un mouvement impulsif qui va créer des fair value gap, et plus précisément busy ou CB. Il n'y a pas forcément besoin de former un busy ou un CB, mais quand il y a du busy, c'est mieux. Par exemple, on voit ici un busy. On voit qu'on a un fair value gap très épais, 3 bougies haussières. On voit que la deuxième bougie retrace très peu la troisième. Là, on a un busy, d'ailleurs, qui est un breakaway gap. Donc là, c'est un displacement, c'est un mouvement impulsif très fort. Et c'est ce que vous voulez voir comme réaction de prix sur des points d'intérêt. Par exemple, ici, là, on avait un point d'intérêt, on avait un sommet daily, on avait également un fair value gap daily, juste là, hop, que je vais vous mettre en rouge, comme ceci. On passe en horaire, regardez la réaction du prix une fois qu'on est venu. Et c'est très précis, mais regardez comment c'est précis, au dollar près, et ensuite regardez le displacement du marché. Bam, CB, ok, breakaway gap ici, parce qu'on n'est pas revenu travailler ce fair value gap. Ce fair value gap, on est revenu faire une petite touchette dedans. Ça, c'est un autre concept. Ok. Alors, je connais plus le terme exact. Faudrait que je retrouve. Vous pouvez rechercher IOFEDICT, vous allez trouver le nom. C'est juste que je veux pas casser la dynamique de la formation. Et en fait, ici, c'est une pattern vraiment très baissière quand elle se forme. C'est-à-dire qu'on fait une mini touchette dans le précédent fair value gap et bam, accélération baissière. Là, ça indique que la pression vendeuse est très, 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 très forte. Ok, on a encore ici un CB. Donc on enchaîne les CB. Donc là, vous savez qu'il y a une pression vendeuse très forte. Breakaway gap parce qu'ici ce fair value gap est resté ouvert. Encore un breakaway gap parce que ce fair value gap est resté ouvert. Et il y a encore une continuation baissière ici jusqu'à ce que le marché se retourne, bien évidemment. Donc ça, c'est le displacement. Je peux vous trouver ça plein de fois. On va par exemple aller sur... Vous voyez, vous vous rappelez le Bitcoin avant qu'il y ait des ETF approuvés? Vous vous rappelez ce qu'avait fait BTC? Il était dans un énorme range. Il était venu chercher le sommet mensuel, le plus bas mensuel, et c'est ici qu'on avait bottom avant une phase haussière. Et quand vous vous placez par exemple en horaire à cette époque-là, alors là je dois retourner beaucoup dans le passé, j'espère que ça va fonctionner chez TradingView, normalement oui, il n'y a pas de raison. Avec l'abonnement premium, je peux retourner aussi loin, ici. Là, vous voyez cette livraison de prix, ça c'est pas monsieur A, monsieur B, monsieur C qui ont vendu avec $200 qui sont donnés rendez-vous pour vendre ici. Ça, c'est clairement market maker. Il y avait un intérêt à liquider ce lot ici, ce plus bas mensuel, et c'est ici que le marché a trouvé un point de retournement. Et là, si vous vous mettez en petite unité temps, bon là, je pourrais pas, mais il y a probablement un displacement très fort ici sur ce mouvement. Ok. Est-ce que j'ai d'autres points d'intérêt où je peux vous montrer du displacement? Alors. Par exemple, ici. Là, vous allez avoir votre prise de liquidité, prise de stop. Et ensuite, vous allez avoir ici une réjection, un premier fair value gap, et ensuite le displacement vient après. Mais vous voulez avoir une réaction, il y a au moins une réaction baissière qui se forme. Si votre marché va chercher un point d'intérêt qui reste fort comme ça, il y a de grandes chances qu'il y ait de l'acceptation et de la continuation haussière, mais ça pareil, on verra ça plus tard dans la formation. Mais déjà, entraînez-vous à localiser vos points d'intérêt, les sommets daily, Monday low, Monday high, sommets weekly, plus bas weekly, etc. Notez-les sur vos graphiques et ça va vous donner une idée de la direction du prix. Par exemple, sur le Bitcoin, pour vous donner un exemple, on fermera cette vidéo de formation ici. De gros points d'intérêt ont été atteints. Ici.
Si le Bitcoin est en train de se retourner, on s'attendra à haute probabilité que le prix revienne chercher ce plus bas. Et là, en horaire, ici, on voit pour l'instant une réaction baissière. On ne peut pas vraiment encore parler de displacement, parce qu'un displacement, c'est vraiment un mouvement impulsif qui va créer des fair value gap, et plusieurs fair value gap, et des breakaway gap généralement, chose qu'on n'a pas vraiment ici. Bon, là, il y a un petit breakaway gap, mais c'est un fair value gap très petit. On s'en fout un petit peu. Mais par exemple, si Bitcoin vient là, aujourd'hui, sous le Mandelo et réagit fortement, là, on aura un displacement et on aura des chances de se dire, OK, on a des chances d'avoir trouvé notre lot de la semaine, on ira récupérer probablement le plus haut de lundi. Et pareil, sur le plus haut de lundi, si vous avez un displacement, un mouvement bien dégueulasse comme ça, qu'on ait par exemple ici un breakaway gap, un fair value gap, que le prix revient dans ce fair value gap et se fait rejeter, là vous avez ici une confirmation très probable d'une reprise baissière du Bitcoin, qui aura pour intérêt d'aller travailler d'une part les fair value gap qu'il a laissés sur ce rallye. Donc là, si vous mettez en H4 par exemple, on voit qu'il y en a. Hein. Ici, on voit un breakaway gap, donc ça, ce sera des objectifs pour le prix. C'est breakaway gap, enfin c'est ce fair value gap ici par exemple, le fair value gap bullish, ce sera un point d'intérêt, donc 94 300, 92 600, mais très probablement le point d'intérêt majeur sera ce plus bas sous les 88 909 $. Je m'arrête ici pour cette vidéo de formation. N'hésitez pas à méditer, à vous entraîner, à aller sur les graphiques, à ne pas trader maintenant, bien évidemment. La formation est longue, vous allez apprendre encore plein de choses. Là, c'est pas suffisant pour prendre des décisions de trading. Il y a plein de concepts qu'il faut encore comprendre. Mais entraînez-vous justement à observer toutes ces choses-là en attendant la prochaine vidéo de formation. Si elle est déjà disponible, passez à la prochaine vidéo. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo de formation. À très très bientôt ou à tout de suite ou à très bientôt.